Sing me a song, the lass that is gone. Hey, salut tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture qui n'est pas très fameux. C'est mon bilan lecture de octobre-novembre. J'ai lu 8 livres en 2 mois. Je vais vous parler un peu de ma vie pour commencer, pour une fois, ça change. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en juillet, j'ai appris que on me demandait de coordonner l'espace Polar Thriller au salon du Touquet. J'avais lancé l'idée auprès de la mairie. C'était une idée qui me tenait à cœur. Voilà, ils m'ont accordé la création de cet espace en juillet, donc pour mi-novembre. Autant dire que ça a été le parcours du combattant pour faire ça en 4 mois. Franchement, je suis super contente de ce week-end-là qui a été vraiment extraordinaire, tant en relations humaines que en compliments, qu'en plein de choses. J'ai vraiment passé un super week-end. Il a eu d'excellents retours. Et donc ça, c'était le week-end du 17-18 novembre. Et le truc, c'est que du coup, ça m'a pris énormément de temps, surtout qu'en parallèle, je prépare aussi le Salon des Mines Noires en février. Donc, comme ça m'a pris énormément de temps, c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup moins lu. Et j'ai passé beaucoup de temps à organiser, à coordonner. Et j'ai passé beaucoup moins de temps à lire. J'ai récemment réussi à enfin rattraper mon retard en chronique écrite, ce qui est très rare. J'ai d'habitude aucun retard en chronique écrite. Donc du coup, je me suis retrouvée avec 8 livres lus, et encore, c'était pas forcément des très gros, en 2 mois, ce qui est très peu. Ceci étant dit, on va passer donc aux lectures. Il y en a 8. Il y a eu du très bon. Il y a eu de l'abandon. Il y a eu de l'abandon pour un bouquin qui est très bon. Il y a eu du moyen. Il y a un peu de tout. Ça a été, globalement, ça a été 2 bons mois de lecture. Ça a été des très bonnes lectures. C'est juste que avec la fatigue, avec le stress, avec les occupations à côté, j'ai mis beaucoup plus de temps à lire que d'habitude. Je lisais très peu le soir, j'étais fatiguée, j'avais juste envie de me changer la tête plutôt que de me plonger dans un bouquin. J'avais pas forcément, voilà, j'avais perdu un peu ce goût, cette envie de lire beaucoup, mais c'est revenu depuis peu, ça fait du bien, donc voilà. Donc on commence tout de suite. Par contre, c'est sûrement pas dans l'ordre des lectures que j'ai fait, donc voilà, je vais prendre comme ils viennent et puis on va voir ça. 7, 6, 5, 4, 3 et demi, 2 et 1 3 quarts. Premier roman à vous parler, La coupure de Fiona Barton aux éditions Fleuve Noir. Alors dans La coupure, on va être avec la même journaliste que dans La Veuve, donc écrit par Fiona Barton aussi. La Veuve, moi j'avais adoré, ça avait été un très gros coup de cœur. La coupure, on n'est pas au coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. Ça commence donc avec un bébé qu'on retrouve dans des gravats en creusant pour construire des nouveaux bâtiments. Alors, pour ceux qui n'aiment pas ce genre d'histoire qui commence comme ça avec un bébé retrouvé mort, tout ça, il n'y a pas de détails. Il n'y a pas, vous n'allez pas aller voir justement le corps de ce bébé et tout ça. Non, c'est juste un article de presse qui dit qu'il y a un nourrisson qui est retrouvé mort. Et ce qui est hyper important au niveau de l'histoire, c'est comment vont réagir les personnages principaux. C'est pas la mort de ce nourrisson, c'est juste le déclencheur. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne veulent pas entendre parler d'enfants morts. C'est vraiment un truc dont on entend très peu parler parce qu'au final, tout le reste après découle tout de suite et on part dans une autre histoire. Donc, on se retrouve avec cette coupure de presse d'un enfant, du corps d'un bébé retrouvé mort. Il y a 3 femmes donc, qui vont réagir différemment. Il y a la journaliste donc on avait rencontré dans La Veuve qui elle va trouver une histoire intéressante, qui va essayer de creuser un peu et du coup tout va découler autour d'elle. Ensuite il y a une autre jeune femme qui va du coup devenir un peu parano et qui va avoir peur que les flics viennent l'arrêter alors que ça fait déjà 15-20 ans que le bébé est enterré, enfin bref. Et après on va aussi se retrouver avec une femme qui va avoir l'espoir que ce soit en fait le corps de son nourrisson qui soit retrouvé 20 ans après.
parce que son nourrisson il avait été enlevé à la sortie de la maternité et ils n'ont jamais réussi à remettre la main dessus. Donc on va voir comment ces 3 femmes vont graviter autour de cette histoire de coupure de presse d'un nourrisson qui a été retrouvé, donc mort. Tout tourne autour de ça, et ce qui est important en fait c'est vraiment l'évolution des personnages pour voir mais qu'est-ce qu'ils peuvent cacher comme secret pour avoir autant de peur, autant de non-dits et tout ça. Donc ça a été une très bonne lecture. J'aime beaucoup la plume de Fiona Barton, qui a une plume tellement fluide qu'on est embarqué dans l'histoire et qu'on prend pas le temps en fait de s'arrêter puis de se dire attends, elle vient nous donner un indice ou pas, ou à ton avis est-ce qu'elle va aller là ou là. On cherche pas à réfléchir en fait, on y va parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement fluide et tout ça que on n'a pas le temps de se poser de questions. On fonce avec elle, on veut savoir ce qui se passe. Et j'avoue qu'elle m'a beaucoup surpris sur la fin. C'était une fin, un dénouement auquel je m'attendais pas forcément. Et du coup, ça m'a vraiment rendu l'histoire encore meilleure. Au final, j'ai fini le bouquin en me disant bien joué. Vraiment, c'était bien joué, c'était bien mené, c'était vraiment très intéressant, très intriguant et j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi lu Par omission de Erin Kelly aux éditions Brajlon Thriller, où là on va se retrouver avec un couple qui adore chasser les éclipses solaires. Ce qu'ils appellent chasser les éclipses solaires, c'est-à-dire qu'ils vont à chaque fois sur les lieux où on peut le mieux voir les éclipses. Ce couple, le jour d'une éclipse, il va découvrir une jeune femme en train de se faire violer, donc dans un pré, caché à la vue de tous, et donc ils vont devoir témoigner pour dire ce qu'ils ont vu au tribunal. Sauf qu'en fait au tribunal, la jeune femme du couple va donner un mensonge par omission, ce qui va appuyer fortement pour la condamnation de l'homme qui violait la femme. Et en fait, tout le long du bouquin, elle va s'en vouloir d'avoir menti. Elle va se dire que ce tout petit mensonge a peut-être joué sur la vie de cet homme, alors qu'en fait elle se rend compte au fur et à mesure du bouquin que la personne qu'elle a sauvée, la jeune fille qui se faisait violer, elle est vraiment spéciale, elle a l'impression qu'elle lui manque, qu'elle lui cache des trucs, qu'elle devient un peu violente parce qu'elle se fait envoyer bouler, etc. Encore une fois, j'ai réussi à être surprise par le retournement final parce que je l'avais pas vu venir. Le coup, j'étais vraiment dans mon truc, dans l'histoire. Je me persuadais comme le personnage principal. On est avec elle et on se persuade comme elle qu'il se passe plein de trucs comme ça à cause de la nana qui a été violée. Et on va découvrir tous les secrets de plein de monde et tout va se retourner comme ça et voilà, on est vraiment surpris de ce qui se passe dans cette histoire et du coup, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup moins aimé le côté éclipse qui sur un début peut être super chouette, super intéressant tout ça, mais qui à la longue m'a vraiment ralenti dans le rythme de lecture. Ça m'a limite saoulée parce que j'en avais marre de les entendre parler d'éclipse, de système solaire et patati et patata. C'était pas du tout dans l'histoire en soi, ça donnait juste une occasion au mari de pas être là et donc du coup qu'il se passe des trucs pour la femme. Mais en soi c'est tout. Enfin, je veux dire, ça apportait rien de plus et je pense que ça a été trop lourdé sur ce thème-là. Maintenant, en soi, l'histoire, une fois que ça a démarré, une fois qu'ils ont lâché un peu ce problème d'éclipse, vraiment c'est vraiment super écrit, c'est hyper intéressant tout ça. Il y a vraiment ce côté éclipse qui m'a lourdé un peu l'histoire, mais sinon, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai aussi lu 13 de Steve Cavanagh, et là, au coup de cœur, aux lectures extraordinaires, j'adore cet auteur. J'ai lu Un coupable idéal, que j'avais adoré, qui était le 2e tome des aventures d'Eddie Flynn. Le 1er tome, c'était La Défense, et du coup, depuis, j'adore Steve Cavanagh. C'est devenu un auteur que je suis, dès qu'il sort son livre, je me jette dessus. C'est plus fort que moi. Et là, le fait de dire le tueur se cache parmi les jurés, ça me donnait un truc encore mieux parce que j'avais l'impression d'être vraiment dans une sorte de huis clos, un truc très renfermé, et ça augmentait le plaisir. Donc là, on retrouve Eddie Flynn, qui est un avocat
génial, vraiment génial, droit dans ses bottes et tout. Et Eddie Flynn, il doit protéger une star de cinéma qui est accusée d'avoir tué sa femme et son garde du corps qui était soi-disant l'amant de sa femme. La star de cinéma, elle nous dit que lui, il est tout au courant de rien, qu'il n'était pas là, que c'était pas lui, voilà. Et Eddie Flynn va croire en lui et va vouloir le défendre. On va donc se retrouver avec ce truc très très médiatisé et avec des jurys sélectionnés sur le volet, qu'il fallait absolument qu'ils soient intègres, qu'ils n'aient pas de préjugés, et tout ça. Parmi les jurés va être sélectionné le tueur. Le tueur se cache parmi les jurés. Ce que j'adore dans les histoires de Steve Cavanagh, c'est qu'on suit un avocat. Donc déjà, clairement, à la base, on est en dehors de tout ce qu'on lit actuellement. Actuellement, vous prenez un polar thriller, vous êtes, on va dire, à 90% avec un flic, à 8% avec un journaliste. De temps en temps, on se retrouve avec quelqu'un qui n'a rien à voir et qui se retrouve là par hasard et puis qui va essayer de mener l'enquête tout seul. Et voilà, un coup de temps en temps, chez Steve Cavanagh, on est avec un avocat de la défense. Faut pas vous attendre à avoir un bouquin chiant, ennuyeux, où vous allez passer votre temps au tribunal à attendre des objections ou refuser ou patati ou patata. Vous êtes clairement dans un polar thriller qui déménage. Il se fait taper dessus, il se fait cambrioler, il lui arrive plein de trucs, il se fait menacer. Il y a toujours un truc qui se passe avec Eddie Flynn. Il y a toujours un rebondissement. Et alors les trucs que j'adore, c'est que quand il va sur une scène de crime et qu'il observe la scène de crime, qu'il finit le chapitre en vous disant « Mais oui, j'ai compris », et que vous n'avez pas compris, en tant que lecteur, vous n'avez pas compris ce qu'il a fait, ni ce que lui a compris, parce qu'il a sûrement encore des trucs dans sa manche que vous savez pas, ça vous donne encore plus envie d'aller vers la suite, ça vous donne encore plus envie de lire et de comprendre ce qu'il a voulu démontrer. Et alors Eddie Flynn, c'est le genre d'avocat qui va démontrer des choses, qui va venir faire installer un matelas dans la salle de tribunal pour montrer comment le liquide est cool. C'est un auteur qui va vous donner une autre dimension à un préjugé que vous avez sur un livre qui vous parle d'un avocat. On s'attend à un truc très renfermé dans un tribunal très cucu et au final c'est absolument génial. Et voilà, moi j'adore les histoires de Steve Cavanagh. C'est un roman que j'ai adoré, c'est un auteur que j'adore, que je suis énormément. Donc n'hésitez pas, foncez franchement. Et vous pouvez sans problème lire 13 sans avoir lu les précédents. C'est juste au niveau de l'histoire personnelle de Flynn que c'est intéressant d'avoir lu ce qui s'est passé avant, mais franchement ça vous gêne en aucun cas l'enquête ou la plaidoirie ou quoi que ce soit. C'est vraiment des trucs limite en one shot. Vous pouvez y aller, foncez. Une de mes sagas chouchou que je tiens absolument à vous parler, d'écho en écho, de Jodi Taylor. C'est le tome 2 des Chroniques de Sainte-Marie, publié chez HC Éditions. Et alors là, ça a été un plaisir encore une fois, comme le tome 1. On est vraiment dans la continuité au niveau de l'histoire. Et j'ai adoré, ça a été une excellente lecture, un coup de cœur vraiment extraordinaire pour cette saga. J'avais déjà surkiffé le premier tome d'un monde à l'autre qui était sorti en hiver dernier. Il était sorti en hiver dernier et donc je l'avais adoré. Là on est toujours avec Max qui est une historienne petite, un petit peu ronde, rousse, caractère très très bien trempé et on va la suivre donc dans ses recherches historiques et puis dans l'envie de bien faire autour d'elle. Donc Sainte-Marie, c'est une école d'histoire, on va dire, c'est un institut qui fait des recherches historiques pour prouver que les faits exposés dans les livres historiques sont réels. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont vous dire le jour de son mariage, truc machin bidule avait une chemise bleue et eux, leur boulot, c'est d'aller vérifier s'il avait bien une chemise bleue. C'est un peu exagéré, mais en gros, c'est ça. Et pour ce faire, ils utilisent des capsules temporelles qui leur permettent donc de voyager dans le temps au pays des dinosaures, au pays de la bibliothèque d'Alexandrie, au moment de la Seconde Guerre mondiale,
Là on est avec Jack l'Éventreur, on est avec le sacrement de la reine d'Écosse, on est avec plein de choses historiques, et à chaque fois on est absolument embarqué dans cette histoire, dans ce monde complètement fou. Alors ce qui est génial, c'est que ça mélange en même temps la science-fiction, qui est un petit peu une connotation futuriste, avec des trucs historiques donc qui sont passés. Et j'adore ce mélange des deux, ça rend vraiment l'histoire très captivante, les personnages sont hyper attachants, c'est très tendre, c'est très drôle aussi, parce que Max, c'est une personnage mais haute en couleur, qui a une force de vie qui est géniale, qui embarque tout le monde, qui donne vraiment envie de lire la suite. Voilà, on se retrouve avec, donc là ça commence avec Jack l'Éventreur, et on finit donc avec, à l'époque de l'Écosse, de la reine d'Écosse qui est sacrée. Et en fait ce que j'aime dans cette histoire par exemple, c'est que elle laisse sous-entendre en fait que l'histoire, avec un grand H, a été écrite en prenant compte du fait que les capsules avaient été envoyées dans le passé. Et ça, du coup, il y a plein de trucs qui ne sont pas expliqués, qui ne sont pas explicables avec les données qu'on a actuellement en histoire, qu'elle arrive à expliquer grâce à ces capsules, et ça c'est absolument génial. Ce lien temporel entre ce qui existe, ce qui existait, ce qui va exister et ce qui est possible de faire, et je trouve ça génial. Donc vraiment, les Chroniques de Sainte-Marie, c'est une saga à suivre. Ils en sont déjà au 9e tome en Angleterre, donc on a un petit peu de retard en France, mais ça vient. Je suis super pressée de pouvoir lire le 3e tome qui sort en février chez HC Éditions. Donc voilà, c'est une saga à suivre. Ce serait vraiment dommage de passer à côté. En plus, les couvertures, elles sont magnifiques. Voilà, clairement, ça peut plaire à énormément de monde. C'est très facile à lire, c'est très très bien écrit. Le tome 1 et le tome 2 en plus, ils sont pas très grands, donc du coup ils sont qu'à 14,50 €, ce qui est vraiment pas cher pour un livre de cette qualité. Et voilà, foncez, allez-y, c'est une saga que j'adore. J'ai aussi lu Le Signal de Maxime Chatham. Dans Le Signal, nous nous retrouvons avec les Spencer, qui est une famille un peu recomposée. Donc il y a un couple avec leur fils, et ils ont aussi récupéré le fils de la sœur qui est décédée. Donc voilà, donc ils sont un peu recomposés. Et ils décident de changer de vie et d'aller acheter une petite maison à Manningham Falls, aux États-Unis, une petite bourgade en bord de mer, très isolée, du reste en fait, ils sont vraiment reclus. Et donc ils vont démarrer leur vie là-bas. Sauf qu'en fait il va commencer à se passer des trucs étranges, ils vont entendre des trucs le bébé il va voir des choses, les enfants vont voir des choses, ils vont entendre des bruits, il va se passer tout un truc comme ça autour de cette maison, mais aussi autour de cette ville. Il y a eu beaucoup de retours sur Le Signal de Maxime Chatham. Il y a eu du très mauvais, il y a eu de l'excellent, il y a eu du bof, il y a eu du moyen, il y a eu du je m'attendais à mieux. Moi je le classe dans du très très bon. Maxime Chatham, c'est un auteur en qui j'ai confiance. Quand j'y vais les yeux fermés, j'ouvre mon bouquin et je me dis allez, c'est parti. De toute façon, je sais que niveau plume, niveau qualité d'écriture, niveau choix des mots, il va savoir me toucher, m'embarquer, voilà. Donc, je fais confiance, et quand j'ouvre un bouquin de Maxime Chatham, je suis rarement déçue. Encore L'Appel du Néant, qui pour moi avait été un coup de cœur mémorable, alors qu'il avait été mais pas du tout aimé par énormément de monde, que moi il avait su me toucher. Donc là, avec Le Signal, j'ai trouvé très très bon, et je rejoins l'avis de ma copinote Katia, qui est blogueuse, et on l'a lu quasiment en même temps, on a eu le même ressenti. Pour moi, et je vais m'attirer les foudres de beaucoup de monde, mais je le dis, c'est un King amélioré. Pour moi, à mon ressenti à moi, parce que pour moi, un King, je me fais chier comme un rat mort. C'est un truc de ouf, j'en ai essayé plusieurs, et à chaque fois, à part Misery, qui m'a beaucoup plus embarqué, à chaque fois, je me fais chier comme un rat mort dans un King, faut dire ce qui est. C'est un auteur qui a une excellente réputation d'ambiance, tout ça, et qui pourtant, pour moi,
en fait trop niveau détail. Là, j'ai retrouvé l'ambiance qu'on peut retrouver dans un King, puisque c'est une petite ville des États-Unis, blablabla, blablabla, mais avec justement moins de lourdeur, moins de détails inutiles sur le passé, le pourquoi, le comment, les trucs, les machins. Voilà, quand on lit le bazar de l'épouvante et qu'il arrive à nous pondre 20 pages sur le passé d'un personnage, même pas secondaire, je vais même dire au 4e, 5e rang de l'histoire qu'on va voir que pendant ces 20 pages, mais on s'en fout de son passé, en plus ça n'a rien à voir, ça amène rien à l'histoire, mais King le fait, et c'est apprécié. Là, il a même pas besoin d'aller fouiller dans le passé parce que l'histoire de la ville de Mahingal Falls, je vais jamais réussir à le dire, va à elle seule jouer un rôle important. Moi je l'ai vraiment ressenti comme ça. J'ai ressenti ce roman comme une ambiance à la King avec moins de lourdeur et ça m'a beaucoup plus plu. Voilà. Maintenant je comprends tout à fait que plein de monde ne soit pas d'accord avec moi, mais j'ai beaucoup aimé. Maintenant, certes, c'est pas un roman où il faut vous attendre à fermer le bouquin en plein milieu en disant oh, je peux plus le lire, je vais faire des cauchemars. C'est pas vrai. Vous allez pas cauchemarder. C'est un bouquin qui fait frissonner, qui va vous inquiéter, où il va aller vous chercher des peurs que peut-être quelques-uns ont, comme par exemple le coup de la voix qu'on entend dans le babyphone. En tant que maman, on est forcément inquiet de ce genre de choses. On a tous eu peut-être l'idée de se dire qu'on entendrait quelqu'un d'autre parler avec ce babyphone, avec tout ce qu'on voit maintenant dans les films, tout ça, c'est des idées qui peuvent nous traverser la tête. Comme les enfants qui ont tous peur de ce monstre qui rôde dehors et qui a qu'une envie, c'est de venir leur bouffer les pieds. Voilà, c'est toutes des peurs, des petites peurs qu'il a su travailler, prendre à gauche, à droite et retravailler comme ça. Moi, ça m'a parlé. Clairement, Le Signal, ça a été une très très bonne lecture. J'en suis pas au coup de cœur parce que je crois que j'ai encore du mal à redescendre de l'Appel du Néant que j'ai lu il y a 1 an. Mais voilà, ça a été une très bonne lecture et clairement, je suis hyper contente de pouvoir lire un Chatham de ce niveau-là. Je pense que beaucoup de gens maintenant attendent d'un bouquin qui fasse peur, qui soit peut-être dégueulasse, gore ou je ne sais pas. Le niveau est là et de toute façon on le voit au niveau des lectures, plus c'est gore, plus les gens aiment. Moi j'ai pas ce sentiment-là. Peut-être que je me sensibilise un peu trop en vieillissant, peut-être que c'est les enfants qui font ça. Tout ce que je sais, c'est que je suis pas forcément de cette recherche du gore. Je suis plutôt dans ce côté ambiance et intelligence. Et je pense que beaucoup redisent aussi que Maxime Chatham était très très bon dans ses premiers romans, dans la trilogie du mal. Alors oui, c'était des trucs plus bruts, je pense qu'il avait beaucoup de trucs à sortir à ce moment-là, beaucoup de violence peut-être à avoir envie de poser sur papier pour certains bouquins. Et là, je trouve qu'en vieillissant, en fait, il est plus dans la subtilité, il est plus dans la douceur, et en même temps, j'ai tendance à dire que je comprends, parce que lui aussi a évolué en tant que personne. Il s'est marié, il a des enfants. Lui a évolué, donc c'est logique que ses écrits évoluent. Je pense qu'on ne peut plus attendre aujourd'hui d'un Chatham ce qu'il nous écrivait il y a 20 ans. Enfin, je dis il y a 20 ans. C'était pas il y a 20 ans, mais clairement, voilà, ce qu'il nous écrivait au début, c'est pas ça. Mais c'est un aussi bon niveau dans le sens où c'est quelque chose de différent et qui lui correspond actuellement. Donc moi je pense qu'il faut le voir comme une évolution qu'il est en train de programmer pour lui, que ça a commencé avec sa saga Autre Monde et voilà, il n'en est plus à ce qu'on voulait, donc soit on accepte son évolution et on comprend qu'il évolue vers ce genre d'écrit, soit on n'accepte pas et dans ces cas-là, bah voilà, je pense qu'il a des messages à nous faire passer mais plus en subtilité qu'avant et moi c'est ça que j'apprécie beaucoup plus. Je continue avec Le rôle de la guêpe de Colin Winnet aux éditions de Noël. Là, ça a été compliqué. C'est une lecture très dérangeante dans son genre.
avec le rôle de la guêpe. Donc on est avec un adolescent, un jeune homme qui est orphelin et qui donc est envoyé dans un orphelinat un peu spécial. Et dans cet orphelinat, en fait, il va donc, en gros, le but c'est juste de le maintenir en vie le temps qu'il trouve, le temps qu'il puisse partir, quoi. Il va se passer plein de trucs bizarres. Et très franchement, le personnage principal, on est avec lui, on est un peu dans sa tête. Mais il part dans tous les sens. On comprend pas forcément où est-ce qu'il va, ni ce qu'il fait, ni comment il en arrive à certaines conclusions. Et du coup, c'est tellement éparpillé qu'on est un peu perdu. Il va se passer des trucs bizarres. Il va se faire attaquer, puis il va tuer, et puis il sait pas pourquoi il a tué, c'était venu comme ça. Et puis du coup, il va cacher le corps, et puis il va se passer des trucs avec les guêpes. Et arrivé là, je crois que j'ai été perdue. Arrivé là, je me suis dit, oula, je comprends plus pourquoi. Je sais pas. Je suis passée à côté du truc. Il y a eu un moment où ça a basculé et que j'ai plus compris pourquoi il allait par là, ni ce qu'il voulait me montrer exactement. Donc je sais pas. Franchement, je sais pas. Je saurais pas vous expliquer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un livre très très dérangeant, très bizarre par rapport à ce qu'on peut lire d'habitude. C'est un petit bouquin de 200 pages, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme truc dans ce bouquin? Il se passe énormément de choses sur ces 200 pages, mais voilà, faut vraiment être accroché, faut vraiment être dans le truc, et en plus il n'y a pas de chapitre. Donc clairement, moi les trucs sans chapitre, j'avais lu il y a pas longtemps un livre sans chapitre, j'avais beaucoup aimé. Il y en a un autre que j'ai lu sans chapitre que j'avais détesté. Autant dire que moi ça me donne des repères que du coup là ça me manque un petit peu, et c'est pas fouillis, mais c'est parti dans tellement de directions que j'ai été perdue. Donc bon, c'est dommage, et c'est un bouquin très très étrange par rapport à ce qu'on voit. Donc si vous avez envie de vous le tenter, n'hésitez pas. Peut-être que vous comprendrez à côté de quoi je suis passée, peut-être que vous pourrez me l'expliquer. Mais en tout cas, voilà, moi j'en suis là. Ça a été un peu un flop. On va finir avec deux romans de chez Ring. Je vais donc commencer par Le Manufacturier de Matthias Copping. Alors là, ça va être un retour un peu spécial. Je pense que vous l'avez peut-être vu passer sur mon blog. Il y a quelques jours, j'ai publié mon retour sur Le Manufacturier. C'est une lecture que j'ai abandonnée à la page 150 sur 600, je crois. Ouais, 550. J'ai pas pu aller plus loin. Mais c'est pas un abandon classique qu'on voit d'habitude. On se dit, oh, le bouquin il est nul, ça me fait chier, je m'ennuie, j'ai pas envie de continuer. Non, pas du tout. On est là, franchement, c'est la première fois que ça m'arrive où j'ai abandonné le bouquin parce que je ressentais trop de choses. Et je me sentais pas légitime d'en faire une chronique. J'ai eu des retours de personnes plus ou moins proches qui m'ont dit qu'elles ne comprenaient pas que je puisse faire un avis positif sur un livre que j'ai abandonné. C'est pareil, je me sentais pas, je comprenais pas pourquoi, et en fait j'en ai parlé avec mon mari, et en parlant avec mon mari, je me suis rendu compte qu'en fait je ne disais que du bien de ce bouquin. C'est un bouquin, voilà, Matthias Copping, c'est son deuxième bouquin. Vous allez vous rendre compte qu'il a une plume extraordinaire. C'est pointilleux, c'est incisif, c'est très dur à expliquer parce qu'en fait il a cette façon de pointer les choses et de donner vraiment une image de la société sans phare. C'est vraiment une image brute de ce qu'on voit vraiment, et j'ai vraiment eu l'impression que tout ce qu'il me raconte était vrai. Et c'est ça qui m'a foutu les boules, vraiment. C'était tellement fort au niveau sensation que j'avais l'impression que c'était vrai, qu'il avait vu tout ça de ses yeux, et même que moi je le voyais. Alors peut-être que je me plonge trop dans les bouquins, peut-être que j'ai trop de sentiments quand je me plonge dans une histoire,
ça fait que j'ai aussi beaucoup de coups de cœur pour des livres parce que je me plonge vraiment dans le truc. Et là, ça m'a fait mal d'être plongée dans autant de noirceur. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que si j'ai arrêté, c'est parce que je ressentais trop de choses. Mais si je ressentais trop de choses, c'est parce que c'était trop bien écrit. Alors, non, je ne pipote pas, j'ai pas besoin de failloter auprès de Mathias. J'avais détesté les démoniaques, je lui avais dit clairement. J'avais détesté le côté vulgaire. Il m'en a jamais voulu, on en a discuté posément, calmement. Voilà, j'ai pas besoin de failloter auprès de Mathias pour lui dire ton bouquin est génial. J'ai pas non plus besoin de failloter auprès d'Ring. Je pense qu'il y a suffisamment de blogueurs, de blogueuses, de youtubeurs et compagnie qui ont fait des chroniques hyper positives de ce bouquin. Voilà, j'ai pas besoin d'aller failloter pour vous en faire un retour positif. Le truc, c'est que il est vraiment bien écrit. Je peux pas vous dire que c'est de la merde alors que c'en est pas. C'est tellement bien écrit, tellement pointu vraiment que j'ai eu un peu comme Séverine en fait ce problème d'identification sur une scène de viol, enfin de viol, même pas. C'est des gamines qui ont 13-14 ans qui font, enfin qui donnent leur corps à des gars de cité pour proxénétisme, voilà, pour qu'eux ils récupèrent de l'argent pendant qu'elles se font trouer, on va dire. Et voilà, les nanas, tout ce qu'elles demandent, c'est de la drogue, quoi. Donc quand on arrive à ce stade-là, que moi j'ai une gamine de 12 ans à la maison, ça m'a... J'ai pas pu aller plus loin. J'ai pas pu. Surtout en ayant vu certains retours qui me disaient que après, c'était encore pire. Et là, je me suis dit que si je continuais, j'allais le détester. J'allais détester ce bouquin et c'était pas le but. Donc là, moi, ce que je voulais, c'était vous donner un ressenti. Parce que je me suis vraiment sentie mal en le lisant, mais je me suis aussi sentie mal à l'idée d'arrêter de le lire, parce qu'au final, je passe à côté d'un putain de bon bouquin. Je suis désolée pour les gros mots, mais c'est clairement ce qui en ressort. C'est un bouquin extraordinaire. Il a une plume, mais d'une qualité, c'est un truc de ouf. Et on le ressent. Je pense qu'on ressent que l'auteur lui-même est touché par ce qu'il nous raconte, que lui-même a senti la noirceur de ce qu'il a vu. Et mais voilà, c'est tout, c'est incroyable. Donc je vous le dis, je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné parce qu'il est trop bon. C'est con, c'est peut-être pas logique, mais c'est le sentiment que moi j'en ai. Comme il le dit lui-même, pour public averti, vraiment c'est très très noir. Accrochez-vous bien pour le lire parce que c'est très lourd. Dernier roman à vous présenter, je l'ai peut-être gardé intentionnellement pour la fin, Sinestra d'Armelle Carbonell. Armelle Carbonell, c'est une auteure que j'adore, déjà en tant que personne. Elle est gentille, souriante, agréable. C'est quelqu'un avec qui on prend un plaisir fou à discuter. En tant qu'auteur, je l'ai découvert avec Criminal Loft, qui était publié à l'époque chez Fleurs Sauvages. J'avais adoré le coup des gars qui sont dans la couloir de la mort et ils se font envoyer dans un loft. Et le but, c'est d'en ressortir un peu vivant, quoi. J'avais aimé justement ce côté loft, huis clos, avec des gens qui ont tous, on va dire... un passé très lourd de tueur ou de... Voilà, pour être dans le couloir de la mort, c'est qu'ils ont fait quelque chose de grave. Ensuite, j'ai lu Majestic Murder. Alors, Majestic Murder, j'ai mis très longtemps à lire parce que j'avais peur. En lisant le début, j'avais peur que ce soit trop littéraire, que ça sorte trop de ce que j'ai l'habitude de lire, que du coup, j'apprécie pas. Et en fait, ça a été quelque chose de magnifique, de superbe, de génial. Ça a été une apothéose, c'est un truc de ouf. Majestic Murder, pour moi, ça a été une découverte, mais quelque chose de magnifique. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré lire Majestic Murder. J'en parle encore aujourd'hui. Ce qu'elle fait dans ce bouquin, c'est extraordinaire. Mais avec Sinestra, on est dans le même genre que Majestic. Elle utilise un style littéraire très, très agréable, très recherché, avec des métaphores, avec des mots toujours soigneusement choisis, et c'est superbe.
On est en 1941 en Suisse. Il y a un château, un manoir caché dans la forêt qui s'appelle le Val Sinestra. Ce Val Sinestra sert d'abri un peu pour des gens qui sont envoyés depuis la France, bien souvent, pour échapper aux nazis, parce qu'en 1941, on est dans une période d'occupation. Les nazis sont tous à essayer de trier les gens, donc les juifs, les handicapés, ceci, cela, ils vont les tuer, ils vont les emmener dans des camps. Et en fait, ceux qui arrivent à ne pas y aller, à s'en sortir, vont se cacher au Val Sinestra. Donc là, il y a une nouvelle vague de personnes qui arrivent, des enfants pour la plupart, leur mère des fois, ou des fois tout seul, et un vieillard. Tout ce monde-là arrive donc aux portes du Val Sinestra. Il y a le maître des lieux, Guillon, qui va leur ouvrir et donc qui les fait rentrer, qui les observe les uns après les autres. Ils ont tous un petit truc spécial. Je pense par exemple à Anna qui est aveugle depuis qu'elle a vu son père se faire tuer devant ses yeux. Il y a Valère qui cache un secret qu'il ne peut pas vraiment révéler. En plus pour l'époque c'est très compliqué. Et donc il y a leur mère, enfin il y a plein de personnages comme ça qui ont tous un petit truc qui font qu'ils se retrouvent là, sinon c'est obligatoirement les camps. Et en fait il va se passer plein de choses dans ce Val Sinestra, des trucs très très sombres. On ressent une ambiance très glauque à la lecture. C'est très étrange parce que c'est un manoir qui est très sombre avec plein de peintures, de tapisseries sur les murs. On a l'impression d'être observé tout le temps et en fait l'impression que ces tapisseries sont un peu les yeux du manoir parce que vous allez le voir, il y a certains chapitres où on a l'impression que c'est le manoir qui pense, le manoir qui veut les garder avec eux, qui veut les faire souffrir, qui veut... C'est pas un manoir avec des bonnes intentions, il se passe vraiment des trucs très sombres et on a l'impression que c'est le manoir un peu qui dirige son maître des lieux, qui le pousse à faire certaines choses. Et vous allez voir que ça va vous ramener dans une histoire qui est quand même très très sombre, mais tout en subtilité. Tout ce que Armelle elle nous amène, c'est plein de subtilité, c'est plein de messages cachés sur certaines choses, des métaphores mais tellement bien choisies, mais c'est soigneux, c'est beau, c'est littéraire. C'est une auteure qui a une plume magnifique, c'est vraiment une plongée à chaque fois. En fait c'est un bouquin que vous pouvez pas survoler, vous pouvez pas lire une ligne en vous disant que le cerveau de toute façon il va comprendre les mots puis qu'il va les assimiler. Vous êtes clairement dans un bouquin où il faut lire chaque mot. En lisant chaque mot, c'est une obligation, sinon vous comprenez pas le sens des phrases et vous allez être perdu. Et voilà, et moi j'en suis là au stade où je sais que avec ce genre de bouquin, mais Armelle elle atteint un sommet extraordinaire sur la littérature française. Elle nous propose une chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs avec ce roman. C'est très très littéraire et j'adore ça vraiment. Et donc voilà, il va se passer plein de choses, vous allez voir, c'est très sombre, très noir, même très violent à certains moments. Je vais pas dire choquant, je pense pas que ce soit le cas, c'est plutôt voilà, c'est très brut et j'aime beaucoup. Ça a été une excellente lecture, un très beau coup de cœur. Voilà donc pour ce bilan lecture. Voilà donc pour ce bilan lecture de octobre et novembre. Pas beaucoup de livres, mais vous avez vu que c'était quand même des livres bien conséquents. Surtout si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'informations sur certains livres, n'hésitez pas à aller voir déjà sur mon blog. Il y a sûrement les chroniques écrites qui sont déjà parues. Et puis sur la page ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà. On se dit à très bientôt sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye. On ne vous retient pas, nous n'avons plus besoin de vos services. Merci. Sing me a song.